Ok, merci Jean. Donc, nous venons de démarrer l'enregistrement. Donc, merci à cette invitation pour animer dans les mercredis de l'ENSAE la conférence intitulée Intégration de nouvelles sources de données dans les statistiques officielles. Ok. Donc, je pense que vous voyez mon écran. Donc, c'est moi-même, Baïdemba Diak, chef du bureau données et solutions informatiques, qui va présenter cette conférence suivie d'une série de questions-réponses. Peut-être avant de démarrer, permettez-moi juste de vous remercier encore, de présenter en une minute ou en une phrase, de faire un rappel sur l'NCAE, qui est l'École nationale de la statistique et de l'analyse économique Pierre Ndiaye du Sénégal, qui fait partie du réseau RESA. Donc, comme vous voyez, il forme des techniciens supérieurs en Bac+2, des ingénieurs de travaux Bac+4, des analystes statisticiens Bac+3 et des ingénieurs statisticiens économistes en Bac+6. Comme vous voyez, ils ont comme mission de renforcer un peu les capacités, assurer la formation initiale des cadres supérieurs destinés au système statistique national, de contribuer à la diffusion, à la production et à la contribution de la promotion de la diffusion de la culture statistique. Donc aujourd'hui, on va parler de données. Qui parle de statistiques parle de données. Vous voyez, et le monde est dans une perpétuelle mutation. Même si on parle aujourd'hui des données dans le cadre des mercredis de l'ENSAE, qui est une direction au niveau de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, presque tout le monde aujourd'hui utilise les données, que ce soit les médecins, les économistes, les géographes, bref, tout le monde, les administrateurs de bases de données et autres. Maintenant, pour bien démarrer cette conférence, posons-nous quelques questions. Donc, toi qui es en train de nous suivre, que tu sois dans la salle ou que tu sois connecté en ligne, demandons-nous les questions suivantes. Par rapport au travail actuel qui se déroule dans beaucoup d'INS, c'est-à-dire les instituts nationaux de statistique, au niveau surtout Afrique francophone, mais plus global au niveau mondial. Quelles sont les sources de données qu'on utilise pour produire, pour faire la production au niveau de l'ANSD, qui est l'Agence de la statistique et de la démographie? Vous voyez, et au total, il y a combien de sources de données qui existent? Faisons le ratio. Deuxième question, combien de fois nous rencontrons des problèmes d'indisponibilité des données dans le cadre de nos travaux? Autre question, comment faire pour réduire les coûts de production et les délais de production? Donc, au-delà même de l'ANSD, qui est l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, les autres instituts de recherche, les structures privées, les étudiants, les universités, toi qui fais un mémoire, ainsi de suite. Comment obtenir à moindre coût les statistiques aujourd'hui sur les marques et les modèles de téléphone? Imaginez, on veut avoir les statistiques sur combien de Sénégalais disposent de telle marque et surtout de tel modèle de téléphone. Parce que tu peux voir que peut-être le Samsung est très utilisé, mais combien de Sénégalais en moyenne disposent de Samsung A23, combien ont A22, ainsi de suite. Ou bien, si on se posait la question, combien de panneaux solaires fonctionnels nous disposons? Vous voyez. Et tellement d'autres statistiques intermédiaires qu'on pourrait demander comment les obtenir. Toujours, comment faire pour devenir beaucoup plus compétitif dans le cadre de la production statistique? Comment faire pour estimer certains indicateurs à partir des données existantes dans d'autres secteurs sans avoir à faire des enquêtes et des recensements? Et imaginez-vous maintenant que de nouvelles sources de données issues du numérique ou du secteur privé permettent d'aider à répondre aux questions que je viens de poser tout à l'heure. Donc, tout au long de cette conférence, celui qui suit cette conférence jusqu'à la fin va pouvoir répondre de manière exacte à ces questions que je viens de poser. Et vous allez même vous rendre compte que aujourd'hui, nous sommes en pleine mutation de l'écosystème des données. Autre question, quel type de données alternatives pensez-vous pourrait être pertinente maintenant pour les statistiques officielles? Donc, c'est un peu tout ce que nous allons fournir comme réponse durant cette conférence, qui sera animée par moi-même. Je fais une petite présentation. Donc, j'ai eu à travailler comme développeur, comme webmaster, puis comme architecte des systèmes d'information, comme administrateur de base de données, comme data manager, comme consultant IT, comme chef de mission informatique où je pilotais une équipe, comme directeur technique, comme business analyst, comme incubateur, comme formateur et comme CEO d'une structure que j'avais mis en place, même si ça n'a pas trop marché. J'ai eu à travailler avec les systèmes de services, les SS2I, ce qu'on appelle les sociétés de services en ingénierie informatique,
l'enseignement supérieur, l'éducation nationale, les statistiques officielles, les mines, la santé, l'agriculture, l'environnement, les ONG et un peu le développement local. Donc, c'est un bref aperçu sur mon profil. Vous voyez que donc, ces 20 dernières années, travaillant fréquemment avec l'écosystème des données et surtout occupant des positions différentes, c'est ça qui m'a permis de pouvoir accumuler toute cette expérience et je dirais toute cette visibilité par rapport à la présentation que je vais vous dérouler. À l'heure où je vous parle, j'occupe le poste de chef de bureau données et solutions informatiques au niveau de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie depuis quelques temps. Donc, faisant un petit rappel sur l'ANSD, comme vous le savez, l'ANSD, c'est l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Il joue un rôle central dans la production, la coordination et la valorisation des statistiques officielles au Sénégal. Chaque pays a son INS, comme vous le savez, couvrant l'ensemble des domaines économiques, sociaux et démographiques. Donc, ces missions visent à fournir aux décideurs publics et privés les informations statistiques fiables dont ils ont besoin pour orienter leur politique, leur stratégie de développement, évidemment. Toujours comme rappel, comme vous le savez, les rôles de l'ANSD, c'est de produire et de diffuser des statistiques officielles nationales du pays, coordonner le SSN, le système statistique national, assurer la qualité et la fiabilité et la cohérence des données produites, développer les méthodes et techniques statistiques adaptées au contexte sénégalais, renforcer les capacités des secteurs du SSN. Et comme mission principale, c'est de réaliser tout ce qui est recensement généraux de la population, de l'agriculture et autres, mener les grandes enquêtes nationales auprès des ménages et des entreprises, surtout établir les comptes nationaux, produire des indicateurs sociodémographiques, ainsi de suite. Donc ça, c'est un peu un petit rappel. Maintenant, comme vous le savez, l'Institut national des statistiques du Sénégal, comme presque tous les INS du monde, ont toujours utilisé les données collectées auprès des ménages et des entreprises, le plus souvent qui sont sous format tabulaire, textuel. Vous voyez. Et ces données présentent aujourd'hui des limites. Vous voyez, donc les sources de données traditionnelles que nous connaissons jusque-là ont des limites. D'abord, il y a le coût important et les délais de production, le terrain comme vous le connaissez. Il y a les difficultés à capter certains phénomènes économiques, comme par exemple, si je prends l'exemple du Sénégal, le secteur informel. Vous voyez, comment détecter ces nouvelles activités. Souvent, il y a des secteurs qui sont très marginaux en termes de production de données, comme tout ce qui est culture, artisanat, je dirais un peu tourisme. Et souvent, on a du mal à avoir des données en temps réel, c'est-à-dire des données à chaud. Vous voyez, parce que si vous devez faire une enquête, si vous devez faire un recensement avant de sortir les résultats, aussi puissant que ton système est, il n'est pas aussi facile de fournir des données à la minute près ou à la seconde près, alors que nous sommes dans un monde de précision qui devient de beaucoup plus compétitif. Donc vraiment, là, c'est un appel pour que les INS commencent à s'adapter. L'autre problème, c'est un peu le manque d'exhaustivité et de granularité géographique à cause du coût, c'est normal. À part les recensements qui se déroulent tous les 10 ans, il est rare de voir une enquête qui balaie le territoire national individu par individu pour collecter des informations. Certaines enquêtes se limitent au niveau région, d'autres départements, et ainsi de suite. Vous voyez. L'autre chose, on a une longue durée entre les différentes publications. Le recensement, les pays d'Afrique sont dans le round 10. En France, je pense que c'est tous les 5 ans, si je ne me trompe pas, avec l'INSEE. Et là, ils ont des techniques un peu plus avancées. Donc, attendre 10 ans avant d'avoir ces informations ou 5 ans, tout le monde n'est pas prêt à ça. Maintenant, globalement, vu que ces données ont des limites, par rapport aux questions qu'on s'est posées tout à l'heure avant de démarrer, la bonne nouvelle, c'est que les données sont aujourd'hui en train d'exploser comme pas possible. Donc, là où les INS, comme l'ANSD du Sénégal, sont toujours en train de produire des données uniquement à travers des données d'enquête et de recensement, peut-être des données issues de la géomatique, donc les données au format shapefile, bon, je dirais les données cartographiques, et un peu peut-être les données administratives en partie, sachez qu'il y a énormément d'autres données qu'on peut exploiter, comme nous allons le voir. Il y a les AIS data, les données des bateaux, il y a les données satellites, les Earth Observation Data, les données des GAFAM, les données des capteurs sur la pollution, les données des logs et des cookies, les données de téléphonie mobile, les données de crowdsourcing, les données du web, les données format vidéo, les données d'observation et les données qu'on peut récolter à partir de call center. Donc, ou mettre en place son propre call center pour
une autre manière d'acquérir les données que des enquêtes sur le terrain. Vous voyez? Donc, là, ça répond à notre première question. Là où nos instituts nationaux statistiques utilisent uniquement ces 3 sources de données pour produire leur rapport, au niveau mondial, il y a environ une quinzaine d'autres sources disponibles qu'on peut exploiter et mettre à profit. Bon, certains INS ont commencé. Toujours pour vous permettre de mieux comprendre, supposons on va faire des prévisions agricoles. Vous me direz qu'actuellement, on va faire une collecte, nettoyage, calcul. Nous sommes en plein Covid, nous devons collecter des données sur des prix, ainsi de suite, sur les chocs au niveau des ménages, alors qu'on ne peut pas se déplacer. Il y a un confinement. Vous allez me dire qu'on va faire des projections où il n'y a pas de possibilité. Ainsi de suite. Donc, pour ces différents cas d'usage, ça, c'est un peu les méthodes qu'utilisent la plupart de nos instituts nationaux statistiques. Et la bonne nouvelle qu'on les annonce ici, c'est que il y a d'autres techniques, pourtant, d'autres sont en train de le faire pour produire ces mêmes résultats sans utiliser ces systèmes que nous connaissons actuellement. Donc, nous reviendrons dans ce tableau. Je vous donne l'exemple de la CETUD qui se charge de tout ce qui est transport urbain, donc au niveau du Sénégal. Ils ont installé un certain nombre de caméras dans les ronds-points. Supposons qu'ils veulent avoir des statistiques sur le trafic. Combien de véhicules sont passés dans tel point ou tel point. Actuellement, tel que vous le connaissez, vous le public, donc les étudiants de l'ENSAE, ou la plupart des statisticiens sur place ou démographes ou autres, risqueraient de dire que ça, on ne peut pas, parce que c'est des données format vidéo. Il faut qu'on fasse une enquête, tout ça. Alors que une bibliothèque Python qui s'appelle YOLO permet aujourd'hui de lire ces données vidéo pour extraire les formes et vous comptez le nombre de vidéos qui sont passées par un rond-point à partir de l'image. Donc, bref, il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Avant de passer à l'usage là, je voudrais vous montrer un peu plus d'informations. Vous voyez, donc là, comme nous l'avons dit, nous revenons encore à ce diapo. Comme vous voyez, on a des données structurées telles qu'on le connaît depuis toujours, c'est-à-dire les données tabulaires. Mais de plus en plus, on a des données non structurées, les données de vidéo, les données des capteurs, les données de téléphone mobile, tout ça. Et surtout, des données semi-structurées. Donc, pour vous permettre de mieux comprendre, je vous montre un peu les différents types de données. Là où au niveau des INS, on se limite juste à des données structurées que nous connaissons sous format tabulaire, tel, ou séparées par des tirés. Il y a des données non structurées et des données structurées, semi-structurées comme les XML, JSON et autres qui sont en train d'exploser, qui sont produites à une vitesse beaucoup plus rapide, qui sont beaucoup plus exhaustives qu'on peut exploiter. Un aperçu rapide sur ce tableau, par exemple, vous montre les 3 catégories de données que j'ai citées. Vous voyez, les données structurées, c'est ce que nous connaissons depuis longtemps. Vous voyez, on peut les manipuler à travers des fichiers, des bases de données, des SGBD, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, tout ce qu'on veut, à travers des fichiers SPSS, Stata, Excel, R, tout ce qu'on veut, à partir des données des ERP, des CRM, tout ça. Mais de plus en plus, il y a ce qu'on appelle les données semi-structurées, comme les données JSON, qu'on peut utiliser à travers des API, hein, les documents XML, les flux RSS, côté métadonnées, structuration des métadonnées, vous voyez, les données des réseaux sociaux, par exemple, hein, qui sont extrêmement intéressantes, donc l'information qu'on peut tirer, de même que les données HTML qu'on peut attaquer à travers du web scraping, et même des données non structurées, comme les données images, les données vidéo, les audios, ainsi de suite. Donc, c'était un peu pour vous donner un aperçu rapide, pour vous faire comprendre que là où nos INS se limitent seulement à des données structurées pour faire leur production, il y a énormément de données non structurées et semi-structurées qu'on peut exploiter pour tirer un meilleur profit. En résumé, les données structurées, le format est prévisible, c'est facile à analyser, que ce soit Excel, SQL, bon, R, Stata, je peux ajouter tout ce que je veux, comme nous connaissons, SPSS. Alors que les données semi-structurées, partiellement organisées, nécessitent des outils spécifiques comme les parseurs JSON et ainsi de suite. Et les données non structurées maintenant sont très riches en informations, mais demandent des techniques avancées comme le NLP, la reconnaissance d'images, ainsi de suite, pour extraire les connaissances. Donc, vous voyez, tout type de données ici peut être catégorisé dans l'une ou l'autre. OK? Autre exemple. Donc là, je vais vous donner par exemple aujourd'hui comment, à travers les données satellites, on peut connaître les données, les zones argileuses au Sénégal. Là où il faut faire des recueils sur le terrain, faire des sondages,
aller au labo, tester chaque zone où on a fait une fouille, faire des mesures avant de dire que telle zone, il y a de l'argile ou non. D'autres sont en train d'utiliser les données satellites pour produire le même résultat. Donc, vous voyez, c'est un peu là où tourne la conférence. Maintenant, certains me diraient, oui, les statistiques officielles, c'est beaucoup plus particulier, et ainsi de suite. Jusque-là, la plupart des INS, surtout d'Afrique francophone et du Sénégal dont je parle, pratiquement, je peux dire que les données sont toujours issues des données administratives. Donc, il est temps d'ouvrir. De toute façon, ça se fait ailleurs dans le monde, comme vous le voyez. Aujourd'hui, euh, euh, les, les statistiques de confiance, par exemple, c'est ça, c'est un slide que j'ai piqué sur le net dans une formation à laquelle j'ai participé. Et comme vous voyez, voici des pays qui produisent des statistiques officielles à partir de données de positionnement mobile, c'est-à-dire les données mobiles. Par exemple, en Estonie, depuis 2009, ils le font. En Indonésie, depuis 2017, ils le font. En Finlande, Italie, Lituanie, Oman, Arabie Saoudite, ils le font. Et il y a une structure au niveau mondial qui s'appelle Positium, qui utilise des définitions et méthodes conformes aux principes statistiques, ligne directrice des Nations Unies en matière de statistiques. Donc, eux, ils sont vraiment très, très avancés sur ça. Et maintenant, pour vous donner l'exemple de l'Indonésie, revenant ici, je sais qu'en plus des données traditionnelles que nous connaissons, ils ont déjà utilisé des données satellites, ils ont déjà utilisé des données AIS, ils ont déjà utilisé des données de téléphonie mobile, des données du web, de la géomatique, ainsi de suite. Donc, vous voyez, donc pourquoi pas maintenant nos INS d'Afrique. Donc, c'est l'occasion de développer la recherche et de tirer profit de ces sources de données. Toujours continuant dans la même lancée, euh, comment utiliser les données administratives? Sachez, si vous ne le saviez pas, on peut utiliser les données administratives pour produire des statistiques sur l'état civil. Aujourd'hui, savoir exactement à l'heure où on vous parle, parce qu'on a fait le recensement, les résultats sont sortis, mais le terrain, ça évolue. Il y a combien de Sénégalais dans le territoire sénégalais, il y a combien d'étrangers, de quelle nationalité, ainsi de suite. Ça, aujourd'hui, il faut fréquemment faire des enquêtes, des recensements pour avoir ces informations. Alors que si les données de l'état civil étaient bien structurées avec une mise à jour permanente, là, automatiquement, on aurait ces statistiques-là. Et là, ça entrerait dans tout ce qui est données administratives bien structurées, bien sûr. C'est-à-dire, il aurait suffi aujourd'hui qu'on mette en place un système où on va exiger à ce que tout Sénégalais, de même que tout étranger, se déclare chaque fois que vous changez d'adresse ou chaque fois que vous habitez dans une nouvelle commune ou dans un nouveau quartier, et cette base de données, on l'exploite, on a ces informations en temps réel. Par exemple, en France, je sais que c'est comme ça que ça se passe. Aux États-Unis, je pense bien, et dans beaucoup d'autres pays. C'est-à-dire, tu ne peux pas déménager d'une localité à l'autre, tu viens t'installer dans un pays sans aucune contrainte. Là, il faut que tu te déclares. Il faut qu'on mette à jour en permanence les bases depuis le bas niveau. Et là, on a les statistiques. D'autres utilisent les statistiques à partir des données issues du web, donc ce qu'on appelle le web scraping, on y reviendra. D'autres utilisent les données de téléphonie mobile pour produire des indicateurs sur le transport. Par exemple, en Indonésie, je sais qu'ils le font. Dans certains pays d'Europe aussi, ils le font. Aujourd'hui, si on voulait savoir combien de personnes en moyenne entrent à Dakar, combien sortent à Dakar, et ainsi de suite, vous voyez, tout ça, on peut répondre à ces questions sans avoir à prendre des enquêteurs, aller sur le terrain, faire des enquêtes pour sortir des tableaux. Mise en place d'un système de détection précoce des feux de brousse, le CSE, Centre de suivi écologique au Sénégal, ils ont proposé un système de prédiction en utilisant les données satellites. On y reviendra. On peut utiliser, vous voyez, au début, je vous avais demandé combien de Sénégalais disposent de telle marque ou de tel modèle de téléphone. Aujourd'hui, en utilisant les données de log et les données de cookies au niveau des GAFAM, comme Meta, qui est propriétaire de WhatsApp et de Facebook, il peut vous donner ces informations-là. Vous voyez, il faut vous donner ces informations-là. Et il y a aussi le système des enquêtes participatives qui sont extrêmement importantes aujourd'hui. Quand une entreprise veut s'installer dans une zone, évidemment, il faut qu'il fasse ce qu'on appelle une étude de marché. Là, chaque fois, on doit aller sur le terrain, faire des enquêtes et autres. Alors que, à partir des réponses collectées au niveau des enquêtes participatives, on peut donner des réponses beaucoup plus appropriées, beaucoup plus concrètes par rapport à la réalité du terrain. De toute façon, certains le font déjà. Donc,
Vous voyez un peu. Donc là, on vous a montré que aujourd'hui, là où traditionnellement, au niveau des instituts statistiques, les gens utilisaient ces méthodes de travail-là, qui demeurent toujours, d'autres utilisent d'autres méthodes de travail en utilisant les nouvelles sources de données que j'ai citées à moindre coût et avec une qualité très meilleure. Maintenant, évidemment, vous êtes d'accord avec moi que donc, il y a plusieurs avantages pour le SSN, le système statistique national. L'avantage d'utiliser ces données, c'est que ça donne beaucoup plus de complémentarité. Vous êtes d'accord? En utilisant, les données alternatives, donc, ça donne beaucoup plus de complémentarité. C'est une complémentarité avec les données existantes. Donc, il faut comprendre que c'est pas parce qu'on utilise les nouvelles sources de données que les anciennes méthodes de faire vont disparaître. Non, non, c'est plutôt une complémentarité. On fait un recensement tous les 10 ans. Donc, il y a des indicateurs, souvent même qu'on ne projette même pas, on ne fait même pas de projection sur ça. Par exemple, le nombre de Sénégalais disposant de motocyclettes, vous voyez, ou de panneaux solaires fonctionnels, on les collecte tous les 10 ans, alors que utiliser d'autres techniques sur les données satellites pourrait permettre de disposer de ces indicateurs les années où il n'y a pas de recensement. Vous voyez, ainsi de suite. Donc, ça donne une meilleure réactivité, ça donne une exhaustivité beaucoup meilleure, granularité côté géographique, surtout réduction des coûts de production et l'innovation que ça apporte, et ça nous donne beaucoup plus de possibilités pour faire de l'analyse prédictive, ce qui pourrait réduire la taille des questionnaires. Je m'explique. Aujourd'hui, par exemple, en faisant un recensement, souvent certains se plaignent en disant que le questionnaire est lourd. Alors que utiliser les nouvelles sources de données, bon, maintenant ça ne va pas se faire du tic au tac. Utiliser les nouvelles sources de données pourrait permettre de mesurer d'autres statistiques intermédiaires. Du coup, on pourrait réduire donc un certain nombre de variables et se concentrer juste sur les variables qu'on ne peut pas capter avec les sources de données alternatives. Vous voyez. Donc, il y a une réduction des coûts. Donc, les enquêtes traditionnelles sont souvent trop coûteuses et trop longues à réaliser. Côté impact, les agences statistiques peuvent réduire leurs dépenses et l'investir ailleurs. Et prévoir même des cas comme la COVID où personne ne pouvait sortir ou se déplacer. Donc, on a accès à de nouvelles dimensions de granularité des données au niveau géographique. Donc, les sources alternatives peuvent fournir des données très détaillées, y compris des données géolocalisées surtout. Et l'impact, c'est que les statistiques peuvent être produites au niveau le plus fin, permettant de prendre des meilleures décisions. Parce qu'aujourd'hui, tu me donnes un rapport avec des indicateurs au niveau régional, alors que moi, je veux une information au niveau communal ou par quartier. Donc, c'est un peu différent. Ça permet de faciliter un peu l'accès à la prévision, donc ainsi à la prédiction, et de suite. Et surtout, ce qu'on appelle une réduction du fardeau de réponse. Les enquêtes traditionnelles imposent souvent une charge de réponse importante aux ménages. L'utilisation des données déjà collectées, par exemple, diminue ce fardeau. Par exemple, les données transactionnelles, comme je vous ai dit, les données d'historique. Aujourd'hui, pas besoin de faire une enquête pour aller demander à chaque Sénégalais quel type de téléphone tu utilises. Déjà, c'est déclaratif. Ce qu'il te dit, ce n'est pas exactement la réalité. Alors que Meta, l'avantage avec les données de log, donc là, fréquemment, je vais retourner sur ce schéma. Quand vous entendez parler de données de log, aujourd'hui, l'entreprise Meta peut vous dire avec exactitude pour les Sénégalais qui utilisent WhatsApp, combien dispose de telle marque de téléphone. Parce que quand vous lancez le WhatsApp pour vous connecter, il y a l'information sur votre type de téléphone, le marque de téléphone et dessus qui sont stockés. Donc, WhatsApp n'a pas besoin de savoir qui est qui, ton nom, prénom et autres, ça ne l'intéresse pas. Mais les données liées à l'équipement que tu utilises, il les a. Vous voyez, il n'y a pas que Meta qui le fait. Beaucoup de plateformes aujourd'hui, Senweb, qui est très visité par les Sénégalais, sous format web, je suis presque sûr qu'ils stockent ces informations-là. Vous voyez, quel navigateur tu utilises, quelle marque de téléphone tu utilises, ainsi de suite. Au niveau des données téléphoniques mobiles aussi, on l'a. Aujourd'hui, Orange, pour tous les clients qui sont dans son réseau, a cette information. Si on le combine avec les autres opérateurs, vu qu'il y a une large pénétration du mobile au Sénégal, donc on peut donner ces réponses sans avoir à se déplacer. Maintenant, c'est bien beau tout ce qu'on a dit, certains commencent à utiliser, ça marche, mais par contre, il y a beaucoup de défis. Ce n'est pas du tic au tac que ça va se faire d'une manière en un claquement de doigts. Ça va, il y a des défis. Donc,
pour s'orienter, quelqu'un pourrait me demander maintenant, M. Diak, ce que vous venez de dire, c'est intéressant. Comment faire maintenant si on veut commencer à utiliser ces sources de données? D'abord, il y a le défi lié à la qualité. Comme vous le savez, les sources de données alternatives, comme les données des capteurs, par exemple, les réseaux sociaux ou les données de téléphone mobile, ne respectent pas souvent les normes de qualité des statistiques officielles. Donc, les conséquences, c'est que les données peuvent être incomplètes, biaisées, incohérentes ou contenir des erreurs. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut s'améliorer au fur et à mesure et améliorer les modèles. Vous voyez, comme solution potentielle, par exemple, on pourrait mettre en place un processus de nettoyage. D'ailleurs, on le met, on va y revenir des projets comme ça. En tout cas, moi, l'expérience que j'ai, d'ailleurs, le temps de nettoyage est énorme même. On prend énormément de temps à nettoyer les données, contrairement aux enquêtes ou au recensement. Les enquêtes et le recensement, on nettoie les données, d'accord, mais là, on a des données qui sont déjà structurées. Vous voyez, il y a le problème lié à l'accessibilité et à la gouvernance des données. La plupart des données que j'ai citées, ce pas des données qui sont disponibles au niveau du SSN. Vous voyez, comme nos bases d'enquête. Le SSN, quand il fait ses enquêtes et ses recensements, c'est lui-même qui gère la base. Alors qu'aujourd'hui, les données des AIS Data, les données satellites, les données des GAFAM, les données des capteurs, les données de log, ça c'est pas quelque chose que l'INS dispose. Donc, il faudra que les INS soient assez innovateurs. On ne peut pas imposer aux privés de donner leurs données comme ça. De toute façon, ils ne le feront pas à cause de la concurrence. Donc, il faut trouver maintenant la bonne formule pour essayer de collaborer avec eux en tirant profit de ce qui nous intéresse. Donc, c'est vraiment difficile aux agences statistiques d'obtenir les données et de les utiliser régulièrement parce que ce n'est pas dans leur base. Mais la solution potentielle que je recommanderais, c'est de développer des partenariats publics-privés et établir surtout des cadres juridiques pour l'accès à la sécurisation des données. On y reviendra. Il y a le défi de la confidentialité et de la protection de la vie privée. Les données alternatives comme celles des smartphones ou des réseaux sociaux contiennent des informations personnelles très sensibles. Vous voyez, les conséquences, c'est que ça risque d'atteindre la vie privée. Donc, il faut développer de nouvelles techniques de travail. Et c'est la collaboration. Ça, j'y reviendrai, mais c'est la collaboration. Les INS doivent se réinventer. Il faut que désormais, les statisticiens, les démographes, les économistes, les informaticiens, les spécialistes réseau, les juristes, et les spécialistes métiers forment des équipes pluridisciplinaires. Mais le fait que vous vous limitez à un seul profil et que vous voulez travailler, vous risquez d'avoir énormément de problèmes. Donc, comme solution potentielle, c'est d'utiliser des techniques de protection de vie privée telles que l'anonymisation, la pseudonymisation, l'agrégation. Ça, c'est une obligation même. Ou les regulatory sandbox, où on va permettre à deux institutions de coupler leurs bases sans avoir à copier ou à déplacer les bases. Vous voyez, le edge computing aussi, ça c'est quelque chose qui peut aider, on y reviendra. Et vraiment, il y a le défi du partenariat public-privé. Ouais, ça vraiment, c'est un grand défi qu'il faudra régler. Donc, il faut avoir une approche marketing, parce que si les INS font l'erreur de mettre en place d'abord des lois, aller vers ce privé pour vouloir les imposer, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Donc, nous, de notre expérience, la recommandation qu'on donnerait, c'est plutôt d'aller vers eux avec une approche gagnant-gagnant, donc de partenariat public-privé. Pourquoi pas même, avant de mettre en place des lois sur les données, de s'asseoir avec eux et de leur demander, il faut qu'on a besoin de, ainsi de suite, de leur expliquer les tenants, les aboutissants. Maintenant, qu'est-ce que vous proposez en tant que privé comme cadre de travail, cadre de collaboration? Là, ils vont vous donner leur vision. Il y a le défi de l'hétérogénéité et la complexité des données. Comme vous le savez, les sources de données alternatives sont très variées. Il y a les données des capteurs, comme je vous l'ai dit, les données des réseaux sociaux, les données satellites, les transactions financières, avec des formats tellement complexes, non structurés, avec des fréquences d'échantillonnage extraordinaires. Donc, les conséquences, c'est que c'est très difficile de les intégrer et de les harmoniser par rapport aux données traditionnelles. Mais la solution, c'est que il faut développer des méthodes d'intégration et de fusion des données. Donc, standardiser les formats et surtout beaucoup s'orienter vers ce qu'on appelle le feature engineering, parce que souvent, même si on parvient à faire une représentation matricielle ou sous forme de tableau des données non structurées pour pouvoir commencer à faire nos travaux, il faut faire des réductions de dimensions. Souvent, les dimensions qu'on trouve de manière standard, déjà souvent elles sont très nombreuses, ne sont pas celles qui nous intéressent pour nos études. Donc, vraiment, là, les profils de data engineers sont les bienvenus. Il faut des data engineers qui se chargeront
de faire cette transformation des données pour donner les bonnes features aux équipes analystes et équipes prédiction, les data scientists qui feront le travail. C'est pourquoi, on le verra dans le slide qui va venir, si les statisticiens, vous les étudiants qui est dans le public, si vous faites l'erreur de vouloir tout faire vous-même, vous risquez de vous planter. Donc, plutôt, collaborer avec les développeurs, collaborer avec les administrateurs de base de données, les data ingénieurs, eux, ils se concentrent sur l'extraction, ils vous fournissent les données telles que vous le voulez et après, vous lancez vos modèles de prédiction. Il y a le défi de la technicité. Vous voyez, c'est pas évident. Donc, les données sont dans des formats très complexes, les données vidéo aussi. Aujourd'hui, qui dans la salle peut me dire qu'il peut lire des données vidéo pour me produire de la statistique ou des données audio? Alors qu'il y a un framework JavaScript qui s'appelle Angular qui permet de faire ça. Vous voyez, il y a des techniques d'IA aussi qui permettent de le faire. Nous avons aussi surtout le défi de la puissance de calcul en Afrique. Il faut qu'on parte vers ça. Peut-être vouloir aller vers un data center national peut demander beaucoup de moyens, mais moi, j'aurais recommandé qu'on ait des data centers par silo. Au moins, la statistique nationale doit disposer rapidement de son data center. Il y a ce qui est lié à la réglementation aussi. Il faut vraiment adapter les règles, les lois, parce qu'au Sénégal, depuis 2008, il n'y a pas de nouvelles lois sur ça. Donc là aussi, il faut que ça parte vite vraiment. Il n'y a pas besoin de perdre trop de temps. Et si on doit toujours aller voir ce que font les Occidentaux d'abord, mettre qui, ainsi de suite, ça risque de prendre du temps. Donc vraiment, il faut une collaboration et même intégrer les juristes en amont pour qu'ils comprennent un peu les enjeux pour aller vite. Et il y a le défi de la collaboration. L'Institut statistique national, l'entreprise publique ou privée, l'institut de recherche, l'apprenant, l'étudiant, l'ingénieur qui veut tirer profit de ces nouvelles sources de données alternatives doit apprendre à collaborer. Le monde est en train de changer. Là, autrefois, toi-même, tu mettais en place tes équipes, tu mettais ton questionnaire, tu partais collecter des données, tu viens faire tes analyses, ça marche. OK? Là, ça ne marche plus comme ça. Parce que le temps qu'il faut pour lire, exploiter, comprendre ces données, extraire les données, les futuriser, ça prend énormément de temps. Donc, mieux vaut le déléguer à des spécialistes et toi, tu te concentres sur la partie analyse, prédiction. Vous voyez? Maintenant, les bonnes pratiques. Une bonne partie, je l'ai déjà cité, la qualité et la représentativité des données. Donc ça, en collaboration, en travaillant avec des équipes pluridisciplinaires, ils vont vous aider à sortir les bons features. Parce que, utilisant aujourd'hui les données de téléphonie mobile, par exemple, ce n'est pas des raw data comme on le connaît, non. Plutôt, c'est des données non structurées ou semi-structurées. On fait une première extraction pour les mettre dans une matrice, dans un tableau, mais ce n'est pas toujours suffisant pour le travail. Je donne un exemple. Aujourd'hui, les données d'un restaurant, ce n'est pas que les rows que tu trouves là-bas dont tu as besoin pour faire tes analyses statistiques. Peut-être il faut les reformuler en faisant des agrégations. Certains tu utilises, je ne sais pas, la moyenne, l'écart type, ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle le feature engineering. Donc, il y a ce souci-là. Souvent aussi, tu dois faire une étude. Par exemple, au Sénégal, il y a le projet Gistan où on a essayé de prédire un certain nombre d'indicateurs à partir des données de téléphonie mobile, des indicateurs issus du recensement avec les chefs de ménage, mais on s'est rendu compte que rien que la base pilote qu'on avait, c'était 119 variables. Vous voyez, 119 variables, donc il faut penser à choisir les bons features. L'autre chose, la confidentialité. Le nœud de la guerre sera la confidentialité. Comment convaincre le privé qu'on va prendre toutes les dispositions nécessaires sur le plan technique, sur le plan réglementaire, ainsi de suite, pour respecter la confidentialité des ayants droit des données pour faire le travail. Les statistiques nationales, les INS, les instituts nationaux de statistiques, n'ont pas besoin des données au niveau individuel. C'est surtout les données, les statistiques qui les intéressent. Vous voyez, ce n'est pas les données au niveau individuel, mais c'est les données statistiques. L'autre argument qu'on peut utiliser pour les convaincre, c'est que les travailleurs des données des instituts statistiques partent prêter serment. Donc, vous voyez, ils sont assermentés, ils sont assez formés et ils sont assez responsabilités. Et celui qui ne fait pas ce qu'il doit faire, il y a la loi qui l'attend. Donc, tout ça, c'est des arguments aujourd'hui pour convaincre un peu les privés à laisser les INS accéder à leurs données. Développer le partenariat public-privé en amont. Le partenariat public-privé, c'est ça qui peut beaucoup aider les INS à tirer profit. Si on essaie d'imposer, si on essaie de dire non, la loi dit tel, là, ça risque de poser problème. Et si on reste dans notre cancan disant que oui, c'est nous qui sommes habilités à faire telle chose, non, ils ont énormément de données beaucoup plus intéressantes que nous. Vous voyez,
Là où toi, tu fais des enquêtes sur un échantillon pour sortir des résultats, eux, ils ont des données à la base, comme je vous dis. Aujourd'hui, Meta de WhatsApp qui a les données de log de tous les téléphones, il a les informations au niveau individuel. Hein, vous voyez, les données de connexion au réseau, les données de positionnement au niveau des sociétés télécom pour vous donner les statistiques sur le déplacement. Aujourd'hui, une ville comme Dakar, au niveau des sociétés télécom, ils peuvent vous dire rapidement combien de gens entrent, combien de gens sortent à partir des techniques, comme on va le voir. Donc, il y a aussi la technicité. Donc, la bonne pratique maintenant, côté technique, il faut qu'on se prépare. On adapte les formations. Il faut qu'on adapte les formations aussi. La manière de lire et de traiter ces données, ce n'est pas comme on le connaissait jusque-là. Donc, il faudra vraiment l'adapter. Côté réglementation, législation aussi, il faut penser à adapter la loi fréquemment. Donc, ne pas s'isoler, prendre des lois et venir le planquer, là, il y aura beaucoup de résistance. Mais partir des réalités, partir des connaissances, impliquer toutes les parties prenantes. L'erreur majeure que je vois aussi souvent dans nos pays un peu d'Afrique francophone, c'est une minorité de personnes qui se regroupent dans les ateliers, dans les séminaires et qui veulent prendre des décisions pour la majorité. Ça ne marche pas. Impliquer les techniciens à la base, pas seulement les directeurs et autres, hein, mais quand je dis les techniciens à la base, ce n'est pas les techniciens de l'INS, les techniciens du privé, les data scientists, les développeurs, les administrateurs de base de données, les statisticiens, presque, en tout cas, tous ceux qui travaillent dans l'écosystème des données, il y a quelque chose qui peut vous apporter. Mettez tout ça dans un document, invitez-les, discutez ensemble, et là, vous tirez les meilleures solutions. Après, c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Côté méthodologie maintenant, c'est un exemple de déroulement de ces projets où on va utiliser de nouvelles sources de données alternatives. Vous voyez que c'est un peu différent de ce qu'on connaissait jusque-là, où on se regroupait, on définissait les objectifs, on fixait nos KPI, on designait un questionnaire, on allait l'administrer, que ça soit papier ou digital. Après, on collecte les données, on fait l'appurement, on fait l'analyse, on sort les résultats. Là, c'est un peu la même chose, mais d'une autre manière. Par exemple, tu as un projet où tu veux exploiter des données mobiles, tu as un projet où tu veux faire du web scraping, tu veux recueillir les données depuis le web, tu as un projet où tu veux récolter des données, travailler sur des données AIS. Évidemment, il y a toujours le cadrage. Donc, le cadrage des besoins. Ensuite, l'acquisition des données. Une fois que vous acquérez ces données, il faut aller les observer, voir, essayer de comprendre comment ces données sont stockées, quelle fréquence, ainsi de suite. Après, il y a l'exploitation. Vous voyez? Dans l'exploitation, maintenant, là, c'est des allers-retours entre les données et l'exploitation. Il y a vraiment beaucoup d'allers-retours qu'il faudra faire parce que là, vous allez essayer de lire les données, extraire les informations que vous voulez et vous faites les prédictions de vos modèles. Une fois que vous faites vos premières prédictions, là, il faudra les confronter et faire des évaluations. Je m'explique. Par exemple, quelqu'un qui avait l'habitude de faire une enquête sur les marques et les modèles de téléphone veut commencer à utiliser les données des GAFAM ou les données de téléphonie mobile, ou bien je prends l'exemple de quelqu'un qui veut donner des statistiques sur le transport, c'est-à-dire les entrées et les sorties de telle ville, ainsi de suite. Ou bien quelqu'un qui veut faire un projet de comptage de véhicules ou d'humains à travers des données vidéo. Vous voyez, une fois que tu parviens à exploiter ces données, la première recommandation, c'est de ne pas vouloir aller avec tous les indicateurs. Prenez les indicateurs les plus simples à prédire, dépendamment des types de données que nous avons. Après, vous les confrontez par rapport à vos anciennes enquêtes, par rapport à vos anciens recensements. Comment ça se passe? Ça, c'est un. Deuxièmement, au même moment que vous exploitez les données, il faudra faire des enquêtes. Donc, les enquêtes continuent. Et après, vous comparez les deux. Là, ça vous permet d'améliorer les modèles et il y a tellement d'allers-retours qu'il faut faire. Aller-retour, aller-retour. Vous voyez. Après, maintenant, il y a la sélection des indicateurs maintenant que vous comptez réellement balancer dans la production. Et même ça, ce n'est pas encore fini. Le plus souvent, en tout cas, ce que j'ai remarqué, beaucoup de pays qui utilisent ces données alphanumériques, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une surveillance. On a mis en place un nouveau système qui utilise des données directement issues des vidéos, des données satellites et autres. Il y a l'ancien système qui est là. Ce n'est pas parce qu'on commence l'un rek qu'on arrête l'autre. Non, les deux continuent et on confronte. On va voir que le nouveau système, on va l'améliorer au fur et à mesure. On va l'améliorer. Ça va prendre maintenant des mois, voire des années. Je pense que si je ne me trompe pas, en Italie, avec le web scraping sur l'indice des prix, ça a pris environ 2 ans. Donc pendant 2 ans, ils font les deux. Et les deux équipes continuent de confronter, d'améliorer, jusqu'à aboutir, jusqu'à ce qu'on arrive à un niveau où on sait que vraiment, là, on a la maîtrise.
Donc maintenant là, donc vous voyez, c'est la surveillance durant une certaine période. Là maintenant, on l'intègre dans la production avant de généraliser. Donc rapidement, les gens parlent beaucoup aussi d'IA, mais il n'y a pas que l'IA. Plutôt, c'est ce qu'on appelle les technologies émergentes qui sont en train de révolutionner le monde, de changer les manières de faire. C'est pas seulement la statistique nationale, mais c'est tous les métiers. Donc, soit on s'adapte, soit on disparaît. Vous voyez. Donc, il y a l'IA que nous connaissons, l'intelligence artificielle. Il y a l'intérêt des objets aussi, la technologie de blockchain pour sécuriser un peu les données et permettre d'avoir des registres de travail beaucoup plus dispersés, donc et beaucoup plus sécurisés. Il y a la réalité virtuelle, la réalité augmentée, tout ce qui est biotechnologie, nanotechnologie et la technologie des 5G. Donc avec la 5G, on a une bande passante beaucoup plus élevée, ce qui nous permet de faire beaucoup de choses comme l'impression 3D, travailler avec les données de big data surtout, et vous savez, c'est le même défi. Les tendances émergentes maintenant, il y a l'IA générative qui est en train de faire feu comme pas possible. Ça aussi, c'est quelque chose dans laquelle les INS doivent s'orienter parce que ça va beaucoup aider dans la diffusion de l'information. L'autre chose maintenant, on veut faire de l'IA générative, il nous faut ces données de masse qu'on peut aller extraire à travers le web scraping ou d'autres techniques, comme on le disait. Le edge computing aussi qui peut beaucoup aider. Le edge computing, c'est quoi? Je vous ai parlé de l'exemple des données vidéo. On va travailler avec des données vidéo, mais on n'a pas suffisamment de bandes passantes. On peut utiliser le edge computing. C'est comme si on fait une factorisation, une extraction textuelle de la vidéo qu'on représente pour travailler dans ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut beaucoup aider l'Afrique. Le low-code, no-code aussi nous permet aujourd'hui de faire tourner des modèles d'IA sans avoir à les coder nous-mêmes. Donc, on prend un modèle d'IA qui est là, on fait un peu de fine-tuning et il y a des applications où on fait juste des clics pour obtenir nos résultats et surtout le défi de la cybersécurité. Tout ce qu'on a dit jusque-là, on ne peut pas le dire, on ne peut pas évoluer avec sans parler de cybersécurité. Là, c'est des données beaucoup plus vastes, beaucoup plus larges, donc il faut vraiment des spécialistes en cybersécurité. Donc, vous voyez, au niveau des INS. Et pas seulement une seule personne qui doit tout faire, mais beaucoup de choses. Et maintenant, la question que je me posais est l'Afrique dans tout ça. On parle de science, on parle de technologie, on parle de Stata, de SPSS, de base de données MySQL, NoSQL, SQL Server, tout ça. Là, on parle de nouvelles techniques d'exploiter les nouvelles données, on parle de technologies émergentes, mais j'ai comme l'impression que presque tout vient d'Europe, d'Asie, d'Amérique. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Moi, je pense que c'est surtout la volonté. Et comme je le dis, ce qui va changer. Il faut qu'on apprenne à collaborer. Chaque fois, j'ai l'impression que beaucoup de gens, ils veulent mettre en place des Data Innovation Labs, ils veulent mettre en place des Fab Labs, mais chacun veut recommencer à zéro. On n'a pas besoin de recommencer à zéro. Il faut qu'on apprenne à collaborer entre nous, Africains, entre nous au niveau national. Il faut qu'on arrête que quelques-uns aient les données et pensent que les données leur appartiennent. Non. Donc, c'est des données qui ont été collectées avec l'argent du public auprès du public. Donc, il faut qu'on puisse valoriser nos différents points forts. Chacun a quelque chose de positif. On fait ces équipes pluridisciplinaires, on travaille, on fait de la recherche, on évolue. Maintenant, ce qui va changer, la manière de faire, ce n'est plus directionnel où on fait ça, ensuite ça, ensuite ça. Là, il faut qu'on se lance rapidement. Donc, il faut se lancer rapidement et itérer. Il n'est pas dit qu'on aura des résultats 100% corrects à la première fois. Même si on lance un projet d'utilisation des données vidéo et qu'on n'a aucun résultat, il n'y a pas de problème. On recommence et on améliore. Donc, il faut vraiment cette ouverture. Il faut que le monde de la statistique nationale soit ouvert envers le privé, envers les juristes, envers ceux qui ont les données, envers ceux qui ont les compétences techniques d'exploitation de ces données, que ce soit les centres de recherche ou non, tout en restant dans notre cadre réglementaire. Donc, il faut vraiment cette ouverture. La collaboration, ça va changer. La manière de faire, ça change. On ne travaille plus seulement avec des enquêteurs sur le terrain, mais c'est plutôt avec le privé qui a les données. Vous voyez, on ne travaille plus seulement avec des spécialistes en traitement de données qui se chargent de compiler les données, faire les traitements, appliquer je ne sais pas, des ODEC, tout ce qu'on veut, des cas plus proches voisins et autres, mais c'est des data engineers, c'est des administrateurs de base de données, c'est des spécialistes en cybersécurité, c'est des développeurs, c'est des data scientists. Vous voyez, côté réglementation, ça va changer aussi. Si on veut attendre tout ce temps long avant de faire nos productions réglementaires, là, ça va poser problème. Et surtout la partie technique. Vous voyez, aller de plus en plus vers ce qu'on appelle les DPO, Data Protector Officer. Donc, ce serait pas mal de nommer dans les INS des responsables
de la protection des données. C'est à ne pas confondre avec les responsables de système de RSSI, responsables système d'information. Non, non. Là, les DPO, déjà, ce n'est pas une seule personne, mais ça peut être un département où il y a les spécialistes techniques de l'acquisition de ces données, les spécialistes réglementaires, ces juristes qui comprennent l'enjeu, là où va tel, ainsi de suite, et ceux qui connaissent maintenant la répartition technique des bases de données, l'exploitation et autres. Dans un premier temps, ça peut être une personne, mais à terme, l'idéal, moi, je verrais les DPO comme des structures où il y aurait minimum 3 personnes ou 4. Un spécialiste, juriste spécialisé dans les données, un data ingénieur, data engineer qui est spécial de l'acquisition des données, tout type de données que tu l'amènes, il peut extraire la connaissance et te le donner, et un spécialiste des systèmes d'information, et pourquoi pas même à l'intérieur un statisticien et un démographe qui sont les spécialistes métiers. Donc, c'était un peu ça. Donc, avant de clôturer maintenant avec la publication de mon livre qui s'appelle Comment ne plus jamais chômer, que j'ai présenté tout à l'heure, nous allons aller dans les détails. Donc, là, nous avons parlé de la théorie, les avantages, les inconvénients, la description des nouvelles types de données, qui l'utilise et autres. On va prendre quelques cas d'usage au détail qu'on va vous expliquer maintenant. Hein? Donc ça, vous voyez là où on vous a donné des exemples de travaux que les gens réalisent de nos jours en utilisant les nouvelles sources de données, comme par exemple le calcul des superficies de forêt, la projection, le calcul ou l'affichage des zones qui disposent d'argile au Sénégal, l'exploitation des données audio, l'exploitation des données vidéo, ainsi de suite, l'exploitation des données sur les bateaux sans avoir à faire de collecte sur le terrain. Donc, on va prendre des cas et on va vous montrer maintenant comment ça se passe. Donc, OK.